bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de répéter ce que tout le monde sait déjà. Ah non, surtout pas. Ouais, on sait très bien que l'alimentation ultra transformée, c'est pas l'idéal pour la santé, c'est plus un secret. C'est clair. Mais on a mis la main sur une pile de recherches absolument fascinantes. On parle d'études cliniques issues de PubMed et de revues exhaustives publiées dans Nature. Rien que ça. Et ouais, l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre mécaniquement ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et c'est là que ça devient passionnant. Exactement. On va regarder comment des ingrédients invisibles, qui sont ajoutés juste pour la texture ou la conservation, déclenchent en fait une véritable guerre microscopique dans notre système digestif. Et c'est une guerre dont on commence tout juste à mesurer l'ampleur. L'importance de ce sujet réside vraiment dans le fait que la science nutritionnelle a opéré un virage à 180 degrés ces dernières années. Un changement de paradigme complet. Tout à fait. On ne regarde plus seulement les calories, le gras ou le sucre. On regarde notre écosystème interne, notre microbiome intestinal. Les fameuses bactéries. Voilà. Les recherches de pointe démontrent que ces additifs ne se contentent pas de traverser notre système digestif de manière passive. Ils interagissent physiquement et chimiquement avec nos bactéries. Et ça bouscule tout. Absolument tout. Ça change totalement la façon dont on évalue la sécurité de ce qu'on mange au quotidien. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour poser les bases rapidement, quand on parle d'aliments ultra transformés, dans ces études, on se réfère souvent à la classification NOVA. Exact. Ce sont des produits créés de toutes pièces par l'industrie. Ils sont souvent très riches en calories, mais complètement vides de nutriments. Et surtout remplis de substances qu'on ne trouverait jamais dans nos placards de cuisine. C'est ça, des isolats de protéines, des huiles hydrogénées et bien sûr, notre gros sujet du jour, les émulsifiants. Ah, les émulsifiants, ce sont vraiment les piliers de l'industrie agroalimentaire moderne. On en trouve partout. Partout. Et dans la littérature scientifique que nous avons analysée, il y a deux noms qui reviennent en boucle. Le carboxyméthylcellulose. Qu'on va appeler le CMC pour faire plus simple. Ouais, c'est mieux. Le CMC donc, et le polysorbate 80. Leur fonction est purement mécanique en fait. Imaginez qu'on va y mélanger de l'eau et de l'huile. Naturellement, ça se sépare. Bah oui. L'émulsifiant, c'est la molécule miracle qui permet de lier les deux. C'est ce qui donne à une mayonnaise industrielle sa stabilité pendant des mois à température ambiante. Ou à une crème glacée, cette texture parfaitement onctueuse, sans jamais former de cristaux de glace. C'est exactement ça. Du coup, pour bien visualiser l'analogie la plus parlante, je trouve que c'est le liquide vaisselle. C'est une excellente image. Quand on a une poêle couverte de graisse, on met du savon, et ça agit exactement comme un émulsifiant. Ça va dissoudre la graisse dans l'eau pour qu'on puisse rincer la poêle. La mécanique est identique. Le problème, c'est que cette même substance avec ses mêmes propriétés détergentes, on l'avale. Et c'est là que les ennuis commencent. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment cette chimie industrielle percute notre biologie évolutive. Parce que notre intestin, c'est pas juste un tuyau inerte. Oui, loin de là. La paroi de nos intestins est tapissée d'une couche de mucus extrêmement complexe et vitale. C'est une barrière physique. Un bouclier en quelque sorte ? Une sorte de gel de sécurité, oui. Et ce gel maintient les dizaines de billions de bactéries de notre microbiome à bonne distance de nos cellules intestinales qui, elles, sont très vulnérables. D'accord. Et les travaux de pointe, notamment ceux menés par les chercheurs Cagnier et Chassin, démontrent que ces émulsifiants se comportent dans notre intestin exactement comme ton liquide vaisselle sur la poêle. Donc, si je comprends bien, au lieu de dissoudre la graisse d'une poêle, ils dissolvent notre propre bouclier de protection interne. C'est tout à fait ça. Ils agissent comme des balayeurs chimiques de cette muqueuse. En érodant et en affinant considérablement cette couche de mucus, les émulsifiants détruisent la zone de sécurité. Ça fait froid dans le dos. Et les bactéries qui devaient rester sagement au centre du tube digestif peuvent soudainement s'approcher très près, voire entrer en contact direct avec la paroi de l'intestin. C'est fou quand on y pense. Le super pouvoir chimique qui rend nos desserts si lisses et appétissants, c'est exactement la même mécanique qui lave la protection naturelle de notre corps. Et c'est documenté noir sur blanc dans les sources. Ouais, et là où ça devient vraiment contre-intuitif, et c'est un point majeur des études, c'est que ces additifs ne sont pas toxiques au sens où on l'entend d'habitude. Non, pas du tout. Ils n'ont pas de calories cachées, ils n'empoisonnent pas nos cellules directement. En fait, ils se servent d'un intermédiaire pour faire des dégâts. Absolument. L'intermédiaire, c'est notre propre flore intestinale. La démonstration la plus spectaculaire de ce mécanisme vient d'une expérience clé. Celle sur les souris, c'est ça ? Oui, l'expérience sur des souris dites sans germes.
Ce sont des souris qui naissent et grandissent dans des bulles totalement stériles, Donc aucun contact avec l'extérieur. zéro. Elles respirent un air filtré, elles mangent une nourriture stérilisée et elles n'ont absolument aucune bactérie dans leur intestin. Zéro microbiome. C'est une page blanche, quoi. Exactement. Les chercheurs ont donné de fortes doses d'émulsifiants à ces souris stériles et devinez quoi? Rien ne s'est passé, j'imagine. Il ne s'est absolument rien passé. C'est dingue. Aucune inflammation, aucun trouble métabolique, aucune érosion problématique de la paroi. La paroi intestinale est restée intacte. Donc le sabon n'a pas marché s'il n'y a pas de bactéries. Voilà. Cette expérience a été un vrai électrochoc dans le monde scientifique. Elle a prouvé de manière irréfutable que ce n'est pas l'émulsifiant en soi qui rend malade. C'est la façon dont l'émulsifiant altère et manipule le microbiome qui déclenche le désastre. C'est une nuance cruciale. C'est comme si l'additif organisait une mutinerie parmi nos propres bactéries, en fait. C'est une très bonne façon de le formuler. Et la littérature détaille exactement comment cette mutinerie s'organise, non? Il y a une histoire de perte de diversité? Oui, l'exposition aux émulsifiants provoque un véritable effondrement de l'écosystème bactérien. C'est une sélection artificielle catastrophique. Dans quel sens? Les émulsifiants vont favoriser la prolifération de familles de bactéries qui ont un potentiel pro-inflammatoire très élevé. Ces bactéries-là, elles adorent ce nouvel environnement. Elles prennent toute la place. En revanche, les bactéries bénéfiques et protectrices, elles sont décimées. Les études documentent la disparition dramatique de souches très spécifiques, comme Akkermansia mucinifila ou Fecalibacterium prausnitzi. C'est imprononçable, mais c'est vital. Très vital. La disparition de ces souches est une vraie tragédie métabolique. Parce que ces bonnes bactéries ne sont pas juste là pour faire joli. Elles ont un vrai travail. Tout à fait. Ce sont elles qui fermentent les fibres que nous mangeons pour produire ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, le butyrate par exemple. C'est ça. Et ces acides gras à chaîne courte, c'est le carburant principal des cellules de notre intestin. Ah d'accord. Ils maintiennent les cellules bien collées les unes aux autres, ce qu'on appelle les jonctions serrées. Donc l'étanchéité. Voilà, donc si on reprend le tableau, on a d'un côté un mucus dissous par l'effet détergent de l'émulsifiant et de l'autre une chute de la production d'acides gras à chaîne courte parce que les bonnes bactéries sont mortes. Le double effet qui se coule, mais en très mauvais. Résultat, les cellules de l'intestin sont affamées et non protégées. Elles finissent par s'écarter. Ce fameux leaky gut. L'intestin poreux. La barrière devient perméable, oui. Et c'est là que le drame inflammatoire commence. Des éléments qui n'auraient jamais dû quitter l'intestin s'infiltrent dans la circulation sanguine. Et parmi ces éléments qui fuient, les études parlent beaucoup des lipopolysaccharides. Les fameux LPS, oui. Pour imager la chose, ces lipopolysaccharides, on pourrait dire que c'est un peu comme les gaz d'échappement toxiques produits par les mauvaises bactéries. C'est une très bonne métaphore. Tant qu'ils restent confinés dans la tuyauterie de l'intestin pour être évacués, ça va. Mais si le tuyau est poreux et que ces gaz toxiques fuient dans le sang, le système immunitaire panique complètement. L'analogie est très juste. Le système immunitaire détecte ces lipopolysaccharides dans le sang et il interprète cela comme une infection grave. Il déclenche une alarme générale. L'inflammation chronique systémique. Exactement. Donc, si on récapitule cette première grande découverte, le danger, ce ne sont pas les calories. Le vrai problème des aliments ultra transformés, c'est leur capacité incroyable à raser nos bonnes bactéries. Oui. À transformer notre microbiome, qui est censé être notre meilleur allié, en un environnement toxique. Mais là où j'ai envie de faire l'avocat du diable, c'est sur la nature des preuves. Je vous écoute. C'est très bien les souris stériles, mais ces additifs sont autorisés par toutes les agences de santé mondiale depuis des décennies. Si ça faisait le même effet chez l'humain, on s'en serait rendu compte, non? C'est exactement l'argument que l'industrie a longtemps opposé. Et c'est ce qui rend les recherches récentes si monumentales. Ah! Parce que les scientifiques ne se sont pas arrêtés aux souris. Ils ont mené une étude clinique humaine en double aveugle. Sur de vrais humains, donc? Oui, contrôlée de manière extrêmement rigoureuse et spécifiquement sur le CMC, le carboxyméthylcellulose. L'idée, c'était de voir si chez un humain en parfaite santé, la mécanique destructrice se répétait. C'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout le protocole de l'étude. Ils ont pris des volontaires sains et ils leur ont fait manger 15 grammes de CMC par jour pendant 11 jours consécutifs. Seulement 11 jours, oui, Un au soir. c'est ça. Pour que l'expérience soit fiable en double aveugle, ils ont caché ce CMC dans des brownies et des sorbets fournis par le laboratoire. Le groupe de contrôle, lui, mangeait les mêmes pâtisseries mais sans l'additif. Le protocole est exemplaire et les résultats obtenus balaient beaucoup de doutes. Sur le plan clinique, les sujets du groupe CMC ont très vite signalé une augmentation de l'inconfort abdominal postprandial. Des ballonnements, des douleurs légères. Voilà.
Mais ce qui s'est passé au niveau moléculaire est encore plus probant. Les chercheurs ont analysé ce qu'on appelle le métabolome fécal. Donc, ils ont regardé ce qui sortait. En d'autres termes, oui. Ils ont regardé l'ensemble des molécules produites par les digestions à la sortie. Le profil du métabolome a été complètement altéré. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il y a une chute spectaculaire des acides aminés essentiels et surtout, confirmant les craintes issues des modèles animaux, une baisse dramatique de ces fameux acides gras à chaîne courte. Nos gardiens de la paix intestinaux. Exactement. Et tout ça en moins de 2 semaines. C'est hyper rapide. Mais il y a une donnée dans cette étude clinique humaine qui m'a littéralement laissé sans voix. Je vois de quoi tu parles. Les chercheurs s'attendaient à un résultat uniforme, mais ils ont remarqué que l'impact était incroyablement variable d'une personne à l'autre. Oui, c'est la véritable bombe scientifique de ce papier, l'individualisation extrême de la réponse métabolique. Sur les 7 personnes, Sur les 7 personnes qui ont consommé les brownies enrichis au CMC, la majorité a eu une altération mesurable mais modérée. Cependant, 2 individus ont développé une réaction que les chercheurs qualifient de sévère. sévère comment? Chez ces 2 personnes, les biopsies ont révélé que les bactéries intestinales avaient physiquement franchi la barrière et envahi la couche de mucus interne. La fameuse zone de sécurité qui est censée être quasi stérile. Exactement. Chez ces 2 patients, la distance de sécurité entre le microbiome et les cellules intestinales avait fondu comme neige au soleil. Incroyable. Le profil de leur intestin rappelait de manière très inquiétante ce que l'on observe d'habitude chez des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sévères. Et tout ça en 11 jours? En 11 jours. Global de la recherche sur le microbiome, la réponse crève les yeux. Le point de départ n'est pas le même pour tout le monde. D'accord. L'étude montre que notre vulnérabilité face à ces additifs industriels est dictée par la composition initiale de notre propre flore bactérienne. Avant même de commencer l'expérience. Voilà. Ces 2 sujets sensibles avaient un microbiome légèrement différent au départ, peut-être déjà appauvri en certaines bonnes bactéries ou génétiquement prédisposés à mal réagir au CMC. Donc on n'est pas tous égaux face à un brownie industriel. Pas du tout. La conclusion est implacable. L'impact d'un aliment ultra transformé n'est pas une vérité universelle. C'est une interaction intime et imprévisible avec notre propre carte d'identité bactérienne. Une roulette russe intestinale en fait. C'est exactement ça. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Et ce qui est encore plus vaste, c'est que le CMC n'est que la pointe de l'iceberg. Malheureusement, oui. Quand on s'est plongé dans les sources, on s'est rendu compte que le banc des accusés des aliments ultra-transformés est bondé. Les émulsifiants ne travaillent jamais seuls dans ces produits. Ils sont souvent en groupe. Qu'est-ce que la littérature nous dit sur les autres coupables? Comme les édulcorants, les colorants ou même les nanoparticules? La littérature scientifique confirme que l'attaque sur la barrière intestinale est multifactorielle. Commençons par les édulcorants artificiels, comme le sucralose ou l'aspartame. Les faux sucres? Voilà. On a longtemps pensé que leur seul défaut, c'était de tromper le cerveau sur le goût sucré sans apporter de calories. Mais les études récentes in vitro montrent une réalité bien plus sombre sur le plan digestif. Qu'est-ce qu'ils font exactement? À forte dose, certains édulcorants peuvent littéralement déclencher l'apoptose des cellules épithéliales de l'intestin. Pour que ce soit clair pour tout le monde, l'apoptose, en gros, c'est la séquence d'autodestruction programmée des cellules. C'est comme si l'édulcorant appuyait sur le bouton suicide de nos cellules intestinales. C'est une excellente traduction. Et même à des doses plus faibles, ces édulcorants interfèrent avec les fameuses jonctions serrées dont on parlait tout à l'heure. L'étanchéité de la barrière. Exactement. Ils réduisent l'expression des protéines qui maintiennent les cellules collées entre elles, ce qui contribue directement à la perméabilité intestinale. Et quid des nanoparticules? On en entend beaucoup parler, particulièrement le dioxyde de titane, le fameux TiO2. On en trouve où concrètement et que font-elles? Le dioxyde de titane est principalement utilisé pour ses propriétés esthétiques. Il donne une couleur blanche éclatante et un aspect très lisse. Donc dans les bonbons. Typiquement dans l'enrobage des chewing-gums, les bonbons aux couleurs vives ou même certains glaçages industriels. D'accord. Le problème du TiO2 n'est pas chimique, il est physique. Ce sont des nanoparticules, c'est-à-dire des éléments tellement minuscules qu'ils peuvent s'infiltrer partout. Comme des microcailloses insolubles. Voilà. Quand les cellules de notre intestin entrent en contact avec ces particules, elles réagissent souvent comme face à un corps étranger dangereux. Cela active directement des voies inflammatoires à l'intérieur de la cellule, provoquant un stress oxydatif. C'est un peu comme respirer de la poussière d'amiante, mais au niveau de la paroi digestive. La cellule panique face à ce petit débris de titane. C'est une image forte, mais c'est l'idée. Et pour terminer la liste des suspects habituels, il y a les colorants de synthèse, comme le jaune 6 ou le rouge 40 qu'on trouve massivement dans les sodas ou les snacks salés. Oui, et le mécanisme est encore différent ici.
Les colorants de synthase ont la particularité de pouvoir être métabolisés, c'est-à-dire digérés par certaines souches de bactéries dans notre intestin. Mais c'est une mauvaise digestion, c'est ça? Sauf que ce processus de digestion bactérienne génère des sous-produits toxiques. Le résultat final ressemble beaucoup à celui des émulsifiants, une réduction globale de la diversité microbienne et un stress imposé à l'écosystème. Donc on a vraiment une coalition destructrice là. On a les émulsifiants qui lavent le mucus, les édulcorants qui poussent les cellules à l'autodestruction, les nanoparticules qui déclenchent une panique inflammatoire et les colorants qui empoisonnent notre diversité bactérienne. C'est un résumé parfait. Tous ces ingrédients qui ont des fonctions industrielles totalement distinctes convergent vers le même résultat, la destruction de notre barrière intestinale. Mais à l'échelle d'une vie entière ou d'une population, qu'est-ce que ça donne? L'épidémiologie prend le relais pour répondre à cette question. Et le tableau est très cohérent. De vastes études de population montrent une corrélation extrêmement forte entre la consommation de régimes ultra-transformés et une véritable explosion de maladies chroniques. On parle de quoi? Du diabète, On parle du syndrome métabolique, d'une montée en flèche du diabète de type 2, de l'obésité et bien sûr des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. comme la maladie de Crohn. La maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, oui. Plus troublant encore, la recherche s'intéresse désormais à l'axe intestin-cerveau. Ah, le lien entre le ventre et la tête. Voilà, l'inflammation chronique, née dans l'intestin à cause de cette perméabilité, se propage au reste du corps et semble affecter la santé mentale, le déclin cognitif, voire des troubles comme l'anxiété. C'est là qu'on réalise que ce qui se passe dans notre ventre ne reste pas dans notre ventre. L'inflammation voyage. Exactement. Il faut tout de même garder à l'esprit une nuance scientifique indispensable. Laquelle? L'épidémiologie est excellente pour montrer des associations à grande échelle, pour dire les populations qui mangent le plus d'ultra-transformés développent plus de maladies. Mais la corrélation n'est pas la causalité. C'est ça. C'est pour ça que la recherche que nous venons de décortiquer avec les souris stériles et l'étude clinique humaine sur le CMC est un tournant historique. On a franchi un cap. On ne se base plus seulement sur des statistiques, on a désormais la preuve mécanique, visuelle et moléculaire de la façon dont le crime est commis à l'intérieur de nos intestins. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous concrètement? Parce qu'on ne vit pas dans un laboratoire aseptisé. C'est vrai. Les supermarchés regorgent de ces produits et il est très difficile d'y échapper complètement. Face à ces découvertes scientifiques d'avant-garde, comment peut-on protéger, voire réparer notre barrière intestinale au quotidien? La première application pratique de ces connaissances, c'est de lire les étiquettes, avec un œil nouveau. Le but n'est pas d'atteindre une pureté absolue qui serait irréaliste, mais de limiter au maximum l'exposition aux émulsifiants et autres additifs imprononçables. Donc privilégier les listes d'ingrédients courtes et reconnaissables. C'est la base. La deuxième stratégie est proactive. Puisque ces additifs affament et déciment nos bonnes bactéries, il faut contre-attaquer en les nourrissant massivement. C'est le retour en force des fibres en fait. Exactement. Une consommation riche et variée de fibres naturelles provenant de légumes, de fruits, de légumineuses et de céréales complètes est essentielle. Parce que c'est leur nourriture. Ces fibres sont le carburant exclusif de nos bonnes bactéries pour produire ces fameux acides gras à chaîne courte qui colmatent et réparent la barrière intestinale. Et pour la diversité microbienne. Y ajouter des aliments fermentés aide beaucoup à soutenir cette diversité. Il s'agit de cultiver son jardin intérieur pour qu'il soit assez robuste face aux agressions inévitables de l'alimentation moderne. C'est plutôt rassurant au fond. On a le pouvoir d'agir sur cet écosystème en modifiant nos choix. Oui, le microbiome est très résilient si on lui en donne les moyens. Mais en analysant cette variabilité d'une personne à l'autre, cela soulève une question beaucoup plus vaste. Une question qui pourrait bien bouleverser les politiques de santé publique dans les années à venir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Repensons une dernière fois à l'étude sur le carboxyméthylcellulose. 2 personnes mangeaient exactement la même quantité d'un additif alimentaire formellement approuvé et déclaré sûr par les agences mondiales de sécurité alimentaire. Oui, les fameux 7 participants. L'une d'elles le digère sans trop de heurts et l'autre voit ses tissus internes envahis par ses propres bactéries à cause de sa biologie unique. C'est vrai que vu comme ça... Face à de telles preuves, la méthode actuelle des autorités sanitaires qui consiste à établir une dose journalière admissible universelle n'est-elle pas complètement dépassée? Une limite censée convenir à tout le monde. Exactement. Si la sécurité d'un ingrédient dépend du profil bactérien de chacun, l'avenir de la réglementation alimentaire devra-t-il passer par des recommandations personnalisées basées sur un test de notre microbiome? Voilà une réflexion qui donne le vertige. L'idée qu'un jour notre carte d'identité bactérienne puisse définir ce qui a le droit ou non de se trouver dans notre assiette de façon légale, C'est une vraie possibilité.
C'est fascinant et ça va complètement changer notre rapport à l'industrie agroalimentaire. De quoi alimenter de longues discussions la prochaine fois qu'on se retrouvera à lire les petits caractères au dos d'une boîte de biscuits. N'est-ce pas? C'est sur cette perspective d'une nutrition sur mesure que notre exploration s'achève, en espérant que ce voyage microscopique vous aura permis de mieux comprendre ces batailles invisibles qui se jouent tous les jours en nous pour notre santé. À très vite pour une nouvelle plongée dans la science.